Je vais vous présenter donc ce sujet un peu particulier pour un chirurgien orthopédiste, mais qui est évidemment très important puisque la communication joue un rôle essentiel dans le contact entre le médecin et le patient, et qu'aujourd'hui les attentes du patient sont bien différentes de ce qu'elles étaient il y a encore 20 ans en arrière. Alors le patient aujourd'hui, quelles attentes? Aujourd'hui, pour le patient, évidemment, s'il va chez le médecin avant tout, c'est la compétence de ce dernier qui compte. Sa disponibilité aussi, puisque certains agendas sont très chargés et que souvent il est difficile d'obtenir certains rendez-vous. Il faut évidemment qu'en face de lui, il y ait quelqu'un qui l'écoute, qui comprenne en fait sa démarche, et souvent le patient va hésiter avant d'aller chez le médecin. Donc en fait, il a une crainte de voir ce qu'on va lui annoncer. Et donc il doit pouvoir faire preuve d'empathie à son égard. Enfin, même si le temps qu'il a à disposition pour expliquer les choses est relativement court, il doit pouvoir être clair et avoir finalement en face de lui un patient qui aura compris de quoi il s'agit et comment on peut envisager la suite avec des solutions ou en tout cas un chemin qui lui semble clair. Et de ce point de vue-là, c'est souvent difficile aussi pour le médecin de se faire une idée précise du patient qu'il a en face de lui et de pouvoir l'orienter en fonction de son entourage, de son contexte. Enfin, il est clair qu'il faut une relation de confiance entre le médecin et le patient pour pouvoir finalement établir une sorte de contrat entre le médecin et le patient pour pouvoir entamer un dialogue qui va ensuite se poursuivre souvent au fil des consultations, et cet accompagnement nécessite une relation de confiance. Donc, il est important aussi pour le patient, quand il consulte un médecin, de ne pas avoir quelqu'un en face de lui qui sait déjà de quoi il s'agit et qui a déjà une idée précise de ce qu'il doit lui proposer. Il faut que réellement un dialogue s'installe. Le médecin, qui est-il? Son image, évidemment, a singulièrement changé depuis une vingtaine d'années, puisqu'on ne met plus les habits du dimanche pour aller chez son docteur, on l'envoie plutôt un email. Donc tout ça a beaucoup changé. En plus, on aura des médecins qui feront preuve d'une autorité ou au contraire qui seront ouverts au dialogue. On le verra plus tard dans cet exposé. Et en termes de... Donc ça, c'est le premier point, l'image. Le savoir aujourd'hui, on est à l'ère de la spécialisation, de l'hyper-spécialisation. Et aujourd'hui, les spécialités ont tendance à être très compartimentées. On le connaît en particulier en orthopédie, où aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'à un segment en fait, du corps. Et si ça a des avantages en termes de prise en charge ou en termes chirurgicaux, ça peut avoir des inconvénients en termes de compréhension d'une problématique, puisqu'il faut pouvoir, pour la comprendre, en général, mettre en relation la posture et les différentes articulations, par exemple. Interactivité. Interactivité parce que le médecin est au contact d'autres spécialistes, d'autres professions, que ce soit physiothérapeute, ergothérapeute, psychothérapeute ou orthopédiste, bandagiste, ou je ne sais pas même... Enfin, la liste est très large. Et donc, on doit pouvoir interagir et savoir aussi déléguer et faire confiance à ceux qui peuvent apporter de l'aide. L'empathie, je pense que c'est une notion qui est évidemment essentielle dans la prise en charge. Il faut pour qu'une relation de confiance s'installe, il faut qu'elle existe. La profession de médecin comporte des risques. On peut toujours se couper en faisant de la chirurgie. On peut aussi contracter des maladies. C'est le cas en particulier de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec le virus Ebola et des gens qui contractent cette maladie, par exemple. Pléthore ou pénurie, ça va dépendre de la spécialité.
Et aujourd'hui, s'il y a pléthore dans certaines spécialités, il y a pénurie dans d'autres, et ça, c'est aussi un problème. Le médecin doit interagir avec beaucoup dans un environnement qui est très large, et il est souvent assailli depuis l'arrivée notamment du TARMED par une administration grandissante et des devoirs administratifs qui sont très importants. Il a aussi à se justifier dans sa pratique et en fait et à interagir avec les fabricants, puisqu'aujourd'hui, quand on implante un produit, on doit être évidemment sûr que ce produit procure toutes les garanties nécessaires pour son implantation. Alors aujourd'hui, disons, si on résume un peu, le patient, la relation de confiance avec son médecin, je pense qu'elle est essentielle. Donc ça veut dire aussi que le modèle médecin-patient, tel qu'il existait jusqu'à maintenant, il peut continuer et qu'il satisfait une bonne partie des patients. Aujourd'hui, comment et qui... Mais celui qui consulte va être aussi intéressé par d'autres éléments et notamment par le sérieux de l'information dispensée. Dans cette enquête qui regroupait à peu près 600 personnes professionnelles de la santé ou patients, 53% des patients consultés avouent avoir été justement sur Internet et discuter du résultat de leur recherche avec leur médecin au moment de la consultation. Donc, Internet avant. Et vous voyez ici les chiffres qui sont quand même très très positifs de ce qu'ils peuvent retirer justement d'une consultation Internet préalablement à la consultation chez le médecin, et notamment en termes d'information, de partenariat, de communication, et aussi pour se motiver pour lutter contre leur mal. 80% des patients aujourd'hui attendent de leur médecin qu'ils soient actifs sur le net et dans leur domaine. La relation médecin et patient informé par le net, et ici sur 75% des médecins consultés, on voit que justement, il y a une discussion des résultats que les patients ont trouvés sur le net et que dans un pourcentage cette fois un petit peu moindre que du côté patient, ils pensent donner un avis plus compétent avec une information qui est mieux reçue et qu'ils développent avec son patient une interaction qui est plus importante. Dans l'ensemble, après avoir fait déjà une étude préalable en 2005, il semble que ce chiffre, que les médecins soient un petit peu moins satisfaits en fait du patient qui s'est informé sur Internet pour justement améliorer un mauvais contact. Et en fait, il va aller chercher justement de la documentation ailleurs et sur le net en particulier. Il va aussi consulter Internet avant de prendre un second avis. S'il n'a pas été justement satisfait du premier avis, il va déjà s'informer pour pouvoir obtenir davantage de renseignements, au mieux les comprendre en s'aidant avec Internet. Et puis enfin, il peut sur Internet trouver le moyen de se prendre en charge différemment. Sur ces différentes publications, on voit qu'il y a une évolution qui s'est produite pour les patients qui consultent Internet pour leur santé. Et qu'aujourd'hui, leur nombre va croissant puisque les gens consultent Internet, à peu près 9 personnes sur 10 consultent Internet pour un problème de santé durant l'année, et ceux qui le font plusieurs fois par an, leur nombre a passé de 42% à 73% selon cette étude. Et curieusement, les patients consultent souvent pour faire valider par leur médecin l'information trouvée sur le net. Donc en fait, finalement, ils vont chez le médecin après avoir consulté, peut-être déjà même entrepris un traitement, et pour faire valider celui-ci. Aujourd'hui, des sites spécialisés existent et sont certifiés par cet organisme qui s'appelle Health on the Net et qui s'intéresse justement aux sites de santé humaine.
et qui va en fait donner cette certification au nom de critères sélectifs dont vous voyez la liste ici, donc une étude quand même très sérieuse de ces sites. Jusqu'à maintenant, cette validation était gratuite, maintenant elle est payante, depuis peu. Cet organisme a fait plusieurs enquêtes auprès de patients et de professionnels de la santé, et notamment une enquête en 2010 dont il ressort que ce que le patient cherche avant tout, c'est d'avoir une disponibilité, d'avoir une fiabilité et puis de pouvoir évidemment surfer rapidement, donc avoir cette information rapidement disponible. Mais celui qui consulte va être aussi intéressé par d'autres éléments et notamment par le sérieux de l'information dispensée. Dans cette enquête, qui regroupait à peu près 600 personnes professionnelles de la santé ou patients, 53% des patients consultés avouent avoir été justement sur Internet et discuté du résultat de leur recherche avec leur médecin au moment de la consultation. Donc, Internet avant. Et vous voyez ici les chiffres qui sont quand même très très positifs de ce qu'ils peuvent retirer justement d'une consultation Internet préalablement à la consultation chez le médecin, et notamment en termes d'information, de partenariat, de communication, et aussi pour se motiver pour lutter contre leur mal. 80% des patients aujourd'hui attendent de leur médecin qu'il soit actif sur le net et dans leur domaine. La relation médecin et patient informé par le net, et ici sur 75% des médecins consultés, on voit que justement il y a une discussion des résultats que les patients ont trouvés sur le net, et que dans un pourcentage cette fois un petit peu moindre que du côté patient, ils pensent donner un avis plus compétent avec une information qui est mieux reçue, et qu'il développe avec son patient une interaction qui est plus importante. Dans l'ensemble, après avoir fait déjà une étude préalable en 2005, il semble que ce chiffre, que les médecins soient un petit peu moins satisfaits en fait du patient qui s'est informé sur Internet pour justement améliorer cette compréhension, mais ça reste probablement à vérifier. Alors face à un patient qui s'est largement documenté sur Internet et qui vient en consultation, on peut avoir trois types de scénarios face à ce patient. On peut avoir un premier groupe de médecins qui va être centré, disons, sur eux-mêmes et qui sont gênés en fait qu'on vienne remettre en cause leur identité, leur autorité, simplement parce qu'on a lu quelque chose et que peut-être que ça peut apporter, ça peut orienter le diagnostic et le traitement dans une autre direction. Et donc le médecin va se placer dans une position défensive et souvent mettre en avant son avis d'expert, expédier la consultation, et puis le patient peut être mis justement à devoir choisir ou non un traitement sans vraiment en avoir reçu suffisamment d'explications. Donc ça, c'est un petit peu Dr Mabuse, comme ici sur ce diagramme. Deuxième type donc tout ça a été étudié dans de nombreux travaux maintenant qui sont publiés sur la communication et la relation avec Internet. Et le deuxième groupe de médecins, lui, il va être plus ouvert à son patient, c'est-à-dire qu'il va établir le dialogue avec lui. Et le patient, souvent, justement, comme on l'a vu, dans la plupart des cas, il va pour un problème spécifique. Donc peut-être là, il y a peut-être une difficulté de la part du médecin de pouvoir resituer ce problème spécifique dans le contexte global du patient. Et là, c'est peut-être que ça prendra un peu plus d'énergie au médecin, mais celui-ci est capable de discuter les opinions, il est capable de les discuter et probablement aussi d'étudier les propositions faites par le patient pour son problème. Donc, il peut aussi
dire à son patient, eh bien écoutez, je ne suis pas au courant de telle ou telle chose qu'on pourrait faire, mais je vais me renseigner ou je vais vous référer à quelqu'un qui connaît les choses mieux que moi et que je peux vous recommander, voire entreprendre tel ou tel type de traitement pour évaluer la situation ou faire un bilan avec un psychologue, un physiothérapeute ou que sais-je. Maintenant, c'est vrai aussi que si on a un patient qui est très informé et qui veut échanger ces informations avec le médecin, ça prend un peu plus de temps. Donc il faut prévoir un peu plus de temps pour ces patients, en général. Maintenant, on a un troisième médecin qu'on pourrait définir qui, lui, est un médecin actif sur le web, qui peut, lui, faire une démarche supplémentaire en recommandant des sites qu'il a lui-même visités, pour lesquels il a pu justement établir un lien aussi de qualité. Et alors, en fait, il peut aider le patient réellement à trouver des éléments qui peuvent contribuer à son bien-être, à gérer en fait sa problématique le mieux possible. Et ça, je pense que c'est un des éléments clés, donner des solutions aux patients, parce que souvent, on n'a pas le temps dans la pratique de pouvoir consacrer autant de temps qu'on voudrait pour expliquer les choses en entier. Et je pense que ça, c'est une solution, c'est de pouvoir offrir aux patients la possibilité de s'informer correctement. On peut aussi, et ça aussi, filtrer l'information. Je pense que ça, c'est aussi une chose importante. Enfin, la e-prescription, c'est-à-dire en fait la prescription ne concerne plus seulement le pharmacien, mais elle peut concerner par exemple des exercices de physiothérapie qu'on peut envoyer aux patients sur Internet. On peut lui envoyer aussi des références bibliographiques, des liens avec le site, etc. Tout ça, en fait, finalement, de la part du médecin, c'est justement cette nouvelle manière de pouvoir communiquer, pas seulement par l'écriture, mais aussi par même des émissions de télévision qu'on peut mettre en lien. Donc tous ces liens existent par le net et ça, évidemment, ça change assez de manière importante la façon dont on peut établir un lien avec le patient au-delà de la consultation. Donc pour le patient volontaire, puisque pour certains patients, je pense que la relation médecin-malade est suffisamment bonne et acceptée de part et d'autre, mais pour le patient qui, lui, veut être vraiment participatif, alors on doit mettre ce patient en situation de participer par justement tout un programme qu'on peut préparer avec d'autres professionnels de la santé qui nous aident dans chacune de nos spécialités. Information de qualité, accompagnement, ça veut dire aussi guider et coacher le patient dans son programme. Le médecin doit être évidemment disponible, accueillir ce programme, et puis il doit faire confiance à l'équipe et constituer lui-même une équipe où il peut justement évaluer les interactions, les inputs de chacun, et en même temps faire évoluer justement cette communication avec les gens qui l'entourent. Et ça, c'est un côté de motivation aussi très important dans les professions de santé, puisque en fait, le fait de mettre nos compétences ensemble nous permet d'évoluer favorablement. Le patient, c'est difficile évidemment de savoir qui il est quand on le voit pour la première fois, et puis comment il va recevoir les informations, parce que l'anxiété qu'il habite au moment où il redoute qu'on lui annonce un diagnostic de tel ou tel, va faire qu'avec le stress déjà ressenti au moment de la consultation, il va être il va pouvoir moins en fait bien recevoir ce message ou les informations complémentaires qui vont avec. Peut-être le message essentiel, il va l'accueillir, mais les informations complémentaires, il aura de la peine à les recevoir. Donc il faut en fait
considérer le patient et se mettre à niveau de ce qu'il peut justement comprendre, quitte à lui redonner un rendez-vous plus tard pour lui donner un complément d'information. Et puis il faut savoir s'adapter. Justement, on sait que le niveau d'éducation, toute cette liste de l'état psychique et le Body Mass Index, tout ça a une influence justement sur la façon dont le patient va pouvoir digérer l'information. Pour citer un exemple, ici en orthopédie, il y a une étude qui a été faite en 2013 sur les patients candidats à une prothèse de genou dans un grand hôpital new-yorkais. Et une étude a été faite donc, par des psychologues et a montré qu'en dehors de l'état d'anxiété, un patient sur 5 présentait un état dépressif larvé. Donc ça veut dire aussi que méconnaître son patient peut avoir des conséquences très importantes sur la suite de son parcours, puisque on aura un patient non satisfait, un thérapeute qui va s'épuiser pour des traitements qui finalement vont durer très longtemps, et puis qui évidemment, sur le plan de la capacité de travail, de sport, etc., aura une influence néfaste. Donc là aussi, le bilan du patient influe sur le résultat, mais on peut aussi par la motivation, en fait, améliorer ce résultat. Et donc, le patient actif va se rééduquer plus facilement, plus vite et obtenir un meilleur résultat. Le consentement éclairé, aujourd'hui, devient bien imprudent d'opérer un patient sans avoir obtenu son consentement et son consentement écrit. Et consentement éclairé, souvent, l'appréciation de ce consentement est très médecin dépendante, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de standard sur le consentement. La relation de confiance suffit en général, l'information dispensée est souvent suffisante, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une étape qui doit se faire dans le sens d'un vrai consentement éclairé. Et le flyer ne suffit pas. Une étude française a bien montré qu'un simple prospectus qui, en 2 petites pages, explique la problématique chirurgicale et un consentement éclairé obtenu après 10 minutes de consultation, c'était un petit peu une prise en otage du patient. En tout cas, c'était ressenti comme ça. Donc je pense que ça, c'est pas la bonne formule. La formule américaine n'est pas non plus idéale, puisqu'elle consiste à faire signer 3 pages de texte incompréhensibles à un patient où il accepte finalement tous les risques, mais qu'on peut justement, en donnant une information accessible, en laissant le temps au patient de réfléchir, avant de donner son consentement, obtenir un réel contrat de confiance avec le patient. Le patient est bien seul. Il est bien seul au milieu de tous ses intervenants, avant par exemple un geste chirurgical, et souvent on ne lui dit pas forcément la même chose. C'est aussi important que l'équipe qui l'entoure donne un message cohérent et que le message soit le même tout au long du processus de prise en charge. Donc, le vrai défi, c'est l'équipe avec le patient au centre, et d'une prise en charge qui est cohérente, qui améliore la motivation de l'équipe, du patient, et qui aboutisse finalement à améliorer son résultat. En plus, c'est certainement la méthode la plus efficiente et la plus agréable, qui aboutit finalement à une évolution dans la prise en charge qui s'améliore au fil du temps. Alors, pour illustrer en fait cette vision en fait de la communication et de la prise en charge du patient dans le futur, eh bien, on va juste vous montrer bientôt une vidéo qui montre en fait comment on peut personnaliser le traitement et le suivre tout au long en fait du fil depuis la consultation en fait jusqu'à sa réhabilitation complète, avec une information qui est donnée à la fois au moyen de prospectus et de flyers, et également sous forme d'informations sur le net, avec une tablette qui permet au patient, durant sa période opératoire, de s'aider et de connaître en fait le menu de ses journées et de pouvoir y participer pleinement.
Voilà un peu le synopsis de ce qui va vous être présenté, de la consultation à la réhabilitation. Et je cède maintenant la parole à l'image